Regardez, regardez ce que Sméagol a trouvé. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la cohésion des solides. Pour introduire cette vidéo, observons les deux photos suivantes. À gauche, vous voyez, c'est du sucre et à droite, du sel. Et la première question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Comment explique-t-on la cohésion du sucre et du sel à l'état solide? Et la seconde question, ça va être la suivante. Quel est, entre le sucre et le sel, celui qui est le plus soluble dans l'eau? Pour répondre à ces questions, nous allons d'abord interpréter la cohésion de la matière à l'état solide. Ensuite, nous parlerons de dissolution d'un soluté dans l'eau. Et enfin, nous parlerons d'une technique utilisée en chimie qu'on appelle l'extraction par solvant, qui consiste à extraire un soluté d'une solution. Nous allons interpréter l'origine de la cohésion des solides, d'abord pour les solides dits moléculaires, puis nous verrons les solides ioniques. Comment explique-t-on la cohésion dans un solide moléculaire? Alors, tout d'abord, on va définir ce qu'est un solide moléculaire. C'est de la matière composée de molécules et donc qui se retrouve à l'état solide. Et pour lier les molécules de ce composé, on va distinguer 4 types de liaisons entre molécules, donc intermoléculaires. La première, c'est ce qu'on appelle la liaison ou pont hydrogène. Alors pour la présenter, on va prendre le cas de l'eau. Imaginez un glaçon d'eau, donc de l'eau à l'état solide. Vous vous rappelez que l'eau, chaque liaison OH dans la molécule d'eau est polarisée. Donc l'hydrogène qui étant moins électronégatif va avoir une charge partielle positive et l'oxygène aura une charge partielle négative. Et donc qu'est-ce qui va se passer entre deux molécules d'eau? L'hydrogène d'une molécule d'eau va être attiré par l'oxygène d'une autre molécule d'eau, du fait que les charges soient opposées. Et donc cette attraction va générer ce qu'on appelle cette liaison ou pont hydrogène. Donc là nous avons vu la liaison hydrogène dans le cas de l'eau, mais on peut la généraliser. Elle apparaît donc toujours avec un atome d'hydrogène, ça c'est obligatoire, d'où son nom, pont hydrogène, et un atome électronégatif. Donc là on l'a vu pour l'oxygène, mais c'est valable aussi pour l'azote ou le fluor. Deuxième type de liaison, la liaison entre deux molécules polaires. Donc là vous voyez représenté en bleu sont deux molécules polaires avec leur dipôle moléculaire permanent. Et donc vous voyez qu'elles vont s'aligner de manière à ce que les dipôles moléculaires permanents soient alignés. Troisième type de liaison entre une molécule polaire et une molécule apolaire. Donc là vous avez la molécule polaire avec son dipôle moléculaire permanent. Et là une molécule apolaire. Qu'est-ce qui va se passer? En fait le dipôle moléculaire là va induire un dipôle moléculaire dans cette molécule apolaire. Et ensuite donc les deux dipôles moléculaires vont s'aligner. Donc à gauche, vous avez un dipôle moléculaire permanent et là un dipôle moléculaire induit. Quatrième type de liaison, cette fois-ci, ça va être entre molécules apolaires. Donc c'est celle qui est un peu la moins évidente. En fait, imaginons, là j'ai pris l'exemple de deux atomes d'hélium. Donc par définition, l'atome d'hélium, il a un seul atome, donc il n'y a pas de liaison polarisée. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir temporairement une interaction électrostatique entre le noyau d'un atome et les électrons de l'autre atome. Conséquence, vous voyez ici, en fait, le déplacement léger du noyau ici dans l'atome d'hélium va générer une charge partielle positive ici et une charge partielle négative à l'arrière et qui va générer donc un alignement parce que les électrons là vont être attirés par cet atome là, donc une charge partielle négative là et une charge positive partielle ici. Donc vous voyez, ça crée de nouveau deux dipôles moléculaires au niveau de ces deux atomes. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les 4 liaisons intermoléculaires qu'on vient de voir sont toutes de nature électrostatique et le principe, ce sont que des charges opposées s'attirent. À présent, nous allons voir quelle est la plus intense, donc nous allons les classer par l'ordre croissant d'intensité de la liaison. En fait, la moins intense, c'est la dernière qu'on vient de voir, c'est entre deux molécules apolaires. La deuxième moins intense, c'est une liaison entre les molécules apolaires et polaires. Et la troisième, donc, entre deux molécules polaires. Alors, ces 3 liaisons, on les nomme avec un terme particulier, on dit que ce sont des liaisons de type Van der Waals. Et la dernière, donc pont hydrogène, ça va être elle la plus intense. Comment explique-t-on la cohésion dans un solide ionique? Donc, jusqu'à maintenant, nous avons vu ce qu'on appelle les solides moléculaires. À présent, nous allons passer aux solides ioniques. Et pour illustrer ce qu'est un solide ionique, nous allons prendre l'exemple du chlorure de sodium. Donc ici, vous avez la représentation d'un morceau de chlorure de sodium avec les deux ions qui le composent, l'ion sodium ici
en violet, et là l'ion chlorure. Donc de manière générale, on peut dire qu'un solide ionique est un empilement compact et régulier de cations, par exemple ici ça serait l'ion sodium, et d'anions, donc ici l'ion chlorure. Alors pour expliquer ce qui lie ces deux types d'ions dans ce composé ionique, nous allons prendre donc l'exemple de NaCl. Là je vous fais apparaître l'atome sodium et là l'atome chlore. L'atome sodium, il a un seul électron sur sa couche externe. Tandis que le chlore, lui, il lui manque justement un seul électron pour saturer sa couche externe. Donc qu'est-ce qu'ils auront intérêt tous les deux? Lui, il va donner son électron célibataire au chlorure, et ainsi le chlorure aura sa couche externe saturée, et lui, il aura acquis la structure du gaz rare juste au-dessus. Au résultat, il y a la formation d'un ion positif sodium, donc un cation, Na+, et la formation d'un ion chlorure négatif, un anion. Et ensuite, vous voyez que ces deux types d'ions vont être liés par cette liaison-là, qu'on appelle une liaison ionique, entre une charge, cette fois-ci qui n'est plus partielle, donc une charge positive sur l'ion sodium, et une charge négative sur l'ion chlorure. Cette liaison est de nouveau de nature électrostatique, mais elle va être beaucoup plus intense que les liaisons qu'on avait vues entre molécules dans les solides moléculaires. Pourquoi les liaisons ioniques sont-elles plus fortes que les liaisons intermoléculaires? Parce que cette fois-ci, vous allez avoir des charges totales, positives et négatives, alors que les liaisons intermoléculaires mettent en jeu des charges partielles, positives et négatives. Que se passe-t-il lorsqu'un solide ionique est mélangé avec de l'eau? Voici une animation qui permet de comprendre ce qui se passe lorsqu'on met du chlorure de sodium dans de l'eau. Donc ici vous avez donc, le chlorure de sodium à l'état solide, avec en bleu les ions chlorure et en gris les ions sodium. Donc je vous relance l'animation, et vous voyez les molécules d'eau vont entourer chaque ion du composé solide pour, on va dire, le solvater. Alors on va zoomer sur un ion chlorure. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont les hydrogènes des molécules d'eau qui viennent l'entourer. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, l'ion chlorure est chargé négativement et les atomes d'hydrogène de la molécule d'eau sont partiellement chargés positifs. Donc, ces atomes d'hydrogène des molécules d'eau vont se placer tout autour de l'ion chlorure. De la même manière, si maintenant on s'intéresse à l'ion sodium, là vous voyez, ce sont les atomes d'oxygène de la molécule d'eau qui viennent l'entourer pour le stabiliser dans l'eau, donc on dit le solvater. Donc l'oxygène se met autour du cation sodium. D'après l'animation que l'on vient de voir, nous pouvons conclure sur l'interprétation microscopique de la dissolution d'un composé ionique dans l'eau. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les molécules d'eau, grâce à leur polarité et leur charge partielle sur l'oxygène et sur l'hydrogène, vont constituer un très bon solvant des solutions ioniques. Elles vont casser les liaisons ioniques et stabiliser les ions en les entourant. Maintenant, nous allons faire une interprétation macroscopique en écrivant l'équation de la réaction de dissolution d'un composé ionique dans l'eau. Prenons l'exemple justement du chlorure de sodium. Donc là, nous avons écrit NaCl entre parenthèses S qui signifie qu'il se trouve à l'état solide. Alors, vous avez vu que le chlore de sodium à état solide est composé de nombreux atomes de sodium et de chlore. Là, on n'en représente qu'un seul. Mis dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Cette liaison va se rompre et il va y avoir la formation d'un ion sodium à l'état d'ion dans l'eau, donc on note aqueuse, qui veut dire en solution aqueuse, et d'un ion chlorure, la même façon, AQ, donc en solution aqueuse. Deuxième exemple, on va prendre l'exemple du chlorure de nickel. Donc cette fois-ci, vous voyez, c'est NiCl2 qui est le composé ionique à l'état solide, et donc il va se former un ion Ni, a priori je ne sais pas quelle sera sa charge ici, et deux ions chlorure. Alors pourquoi deux? Parce que vous savez que lorsqu'on écrit une équation de réaction, on doit conserver les atomes. Donc Ni, il n'y en a forcément qu'un seul, et le chlorure, il y en a forcément deux. Et on l'avait au-dessus, l'ion chlorure a une seule charge négative. Donc grâce à la charge de l'ion chlorure, et sachant qu'ici j'ai pas de charge, comme là j'ai 2 moins, forcément je dois avoir 2 plus. Donc l'ion Ni, c'est Ni de plus. Alors là, ce sera l'occasion de vous rappeler les règles pour équilibrer une équation de réaction en chimie. Tout d'abord, on doit conserver les atomes ou les ions, et ensuite on doit aussi conserver la charge entre les réactifs et les produits. Donc pas de charge ici, pas de charge là, donc 2 plus et 2 moins, ça s'annule. Est-ce que tous les liquides se mélangent? Pour répondre à cette question, nous allons prendre d'abord un premier exemple avec l'eau et l'éthanol.
Imaginons qu'on réalise l'expérience suivante, un tube à essai, on le remplit partiellement d'eau et on rajoute quelques gouttes d'éthanol. On agite et on laisse reposer. Qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'on a affaire à ce qu'on appelle un mélange homogène, c'est-à-dire que les deux liquides sont parfaitement mélangés et on observe une phase, c'est-à-dire qu'on ne peut plus distinguer l'éthanol de l'eau. On parle alors de deux liquides miscibles. Comment est-ce qu'on interprète ceci? Là, vous avez la représentation à l'échelle microscopique donc des molécules d'eau, on avait deux ici, et d'une molécule ici d'éthanol. Qu'est-ce que l'on constate? C'est que l'eau, on le savait déjà, elle est polaire, elle a des charges partielles sur l'oxygène et sur ces deux hydrogènes, et à cause de cette liaison OH ici CO, on va avoir aussi des charges partielles et la possibilité de réaliser des liaisons hydrogènes. Vous voyez que l'oxygène et l'éthanol là, va pouvoir se lier par une liaison hydrogène à un H d'une molécule d'eau. Et le H ici, de la molécule éthanol, va pouvoir se lier par une liaison hydrogène au O de la molécule d'eau. Le fait qu'on ait affaire à deux molécules polaires, plus la présence de liaison hydrogène, explique pourquoi ces deux liquides sont parfaitement miscibles. À présent, nous allons prendre un contre-exemple avec l'eau et l'essence. Donc, imaginons que l'on réalise l'expérience suivante. Dans un tube à essai, que l'on remplit à moitié avec de l'eau, on rajoute quelques gouttes d'essence. On agite, on laisse reposer. Et qu'est-ce que l'on constate? Contrairement à l'eau et l'éthanol, l'essence ne s'est pas du tout mélangée que l'eau. On dit qu'on a un mélange hétérogène avec deux phases. Donc, la phase avec l'eau en dessous et la phase avec l'essence au-dessus. Donc, conclusion, les deux liquides sont non miscibles. Comment est-ce qu'on interprète ceci? D'un point de vue microscopique, là je vais faire apparaître de nouveau la molécule d'eau avec ses charges partielles, négatives, positives, c'est une molécule polaire. Et là, vous avez la molécule de décane, qui est le principal constituant de l'essence, avec 10 atomes de carbone et 22 atomes d'hydrogène. Donc cette molécule de décane, il n'y a aucune charge partielle. Et la molécule est bien sûr apolaire. Donc nous avons deux molécules de nature très différente, qui n'ont aucun lien entre elles et qui n'auront aucune raison de se lier entre elles. D'où cette présence donc de deux phases et donc de liquides non miscibles. La règle générale, c'est la suivante: les molécules s'assemblent lorsqu'elles se ressemblent. C'était le cas de l'eau et l'éthanol, et ici, pour l'eau et l'essence, elles n'ont aucun point commun, donc elles ne vont pas s'assembler, elles vont rester de manière séparée. Qu'est-ce que la solubilité? La solubilité, c'est la masse maximale de soluté qui peut être dissoute dans un litre de solution. Donc logiquement, son unité sera le gramme par litre, tant de masse pour un litre de solution. Alors à présent, nous allons comparer différentes solubilités en fonction du solvant. Pour ça, nous allons prendre deux types de solutés. D'abord, un solide ionique, et on va reprendre notre même solide ionique, c'est le chlore de sodium. Donc je vous fais apparaître ici la formule avec la liaison ionique qui associe les deux ions. Donc par définition, nous avons un solide ionique, donc il est fortement polaire. Le deuxième solide que l'on va prendre en compte, c'est le solide moléculaire. Nous allons prendre le d'iode. Donc lui, vous voyez, on a l'association entre deux atomes d'iode, donc c'est apolaire. Et nous allons comparer la solubilité de ces deux solides dans deux solvants. Le premier solvant, ça va être de l'eau. Donc voici la représentation de la molécule d'eau. Donc là, vous vous rappelez, c'est un solvant polaire. Le chlore de sodium est très soluble dans l'eau. Sa solubilité est de 360 grammes par litre, c'est relativement élevé. Et par contre, le I2, lui, il est très peu soluble, 0,33 grammes par litre. Comment est-ce qu'on interprète ceci? Le solide qui est polaire va avoir des affinités avec l'eau qui est aussi polaire, d'où cette solubilité élevée. Par contre, le d'iode, lui qui est apolaire, aura très peu d'affinités, donc une solubilité relativement faible. Deuxième solvant, ce qu'on appelle le cyclohexane. La formule brute C6H12, donc voici sa représentation dans l'espace, donc 6 carbones qui forment un cycle, et chaque fois sur chaque carbone, 2 hydrogènes. Ça donne ce qu'on appelle un solvant apolaire, aucune présence de charge partielle. Donc là vous allez voir, le chlore de sodium, il est insoluble, 0 g par litre, dans ce solvant apolaire. Et par contre le I2, lui, il a une solubilité relativement élevée. Comment est-ce qu'on interprète ceci? Le I2 étant apolaire, le cyclohexane étant apolaire, très belle affinité, donc une solubilité relativement élevée. Là par contre polaire, apolaire, pas d'affinité, insoluble. Donc on retrouve la même règle qu'on avait vue pour miscible, non miscible. Lorsque les molécules s'assemblent, c'est qu'elles se ressemblent. Qu'est-ce que l'extraction par un solvant? Pour illustrer cette technique utilisée en chimie, on va prendre l'exemple suivant où on désire extraire du d'iode, de formule I2, une solution aqueuse qui contient du I2, mais aussi du chlore de sodium, NaCl. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une ampoule à décanter. Donc c'est l'objet que vous voyez ici.
En fait, au-dessus, vous avez un bouchon là, qui est présent, on l'enlève et on remplit avec ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Et ici, vous avez un robinet justement qui permet d'évacuer la phase inférieure et conserver la phase supérieure. Nous avons ici notre solution aqueuse qui contient à la fois du chlore de sodium et du I2 et on a rajouté par-dessus un autre solvant. Donc c'est l'extraction par un solvant, c'est ici du cyclohexane. Donc les deux solvants, cyclohexane et l'eau, ne sont pas miscibles. L'eau étant plus dense que le cyclohexane, on va retrouver la solution à base d'eau au-dessous et la solution de cyclohexane au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est là? On va agiter et laisser reposer l'ampoule à décanter. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on retrouve nos deux phases donc non miscibles, avec ici notre solution aqueuse, qui aura légèrement changé de couleur. Pourquoi? Parce qu'une partie du I2, une grosse partie, sera passée donc de la phase aqueuse à la phase contenant le cyclohexane. Donc là, vous voyez, le jaune est devenu jaune pâle, et par contre, donc, le I2, qui est dans cette coloration violette, a coloré le cyclohexane, qui est devenu avec cette coloration violette. Donc j'ai bien réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai fait passer une grande partie du I2 qui était présent dans la solution aqueuse ici, dans la solution contenant le cyclohexane. Donc j'ai réalisé ce qu'on appelle une extraction par un solvant. Et comment est-ce qu'on interprète ceci? En fait, nos deux solutés, que sont le chlore de sodium, lui, il est ionique, puisque ce sont deux ions, Na+, Cl-, et il a plus d'affinité que l'eau. Donc lui, il va rester dans la phase aqueuse. Par contre, le I2, qui est un soluté apolaire, lui, il va avoir plus d'affinité que le cyclohexane, qui est un solvant apolaire. D'où ce passage donc de I2 de ici à là. Pour conclure, revenons à la première question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Comment explique-t-on la cohésion du sucre et du sel à l'état solide? Commençons par le sucre. Alors le sucre, c'est un composé moléculaire et sa molécule, c'est le saccharose. La formule brute, C12H22O11. Donc voici une représentation de cette molécule en 3 dimensions. Vous reconnaissez en noir les carbones, en blanc les hydrogènes et en rouge les oxygènes. Donc c'est ici que vont apparaître des charges partielles. Une charge partielle négative sur l'oxygène et une charge partielle positive sur l'hydrogène. Et ainsi, les molécules de saccharose vont se lier par des liaisons hydrogènes. Donc le H, par exemple, cette molécule-là, va pouvoir se lier avec l'oxygène, une autre molécule de saccharose. Ainsi, donc il va exister des liaisons hydrogènes entre les molécules qui vont donner donc cette cohésion, cette solidité au sucre à l'état solide. Maintenant, passons au sel de table, son vrai nom, chlorure de sodium, NaCl, la formule chimique. Là, nous avons affaire à un composé ionique, un solide ionique. Donc, pour rappeler, c'est un assemblage compact et régulier de deux ions. Donc, ici, l'ion chlorure et l'ion sodium. Et donc, quelle est la nature de la liaison entre ces deux ions? C'est une liaison ionique qui va être très solide et donc qui va justifier la cohésion du chlorure de sodium à l'état solide. Deuxième question qu'on s'était posée, c'est quel est le plus soluble dans l'eau? Je vous donne d'entrée les solubilités du sucre dans l'eau. Donc pour le sucre, c'est 2000 g par litre et pour le sel, 360 g par litre. Donc déjà, on voit que les valeurs sont élevées, mais pour mieux les comparer, je vais les ramener à 1 mol. C'est-à-dire je vais diviser ces deux solubilités par la masse molaire respective du saccharose et du chlore de sodium. Et là, on obtient pour le saccharose 5,8 mol par litre et pour l'eau 6,2 mol par litre. Donc vous voyez, les deux valeurs sont très proches. On peut dire qu'elles sont similaires. Alors comment est-ce qu'on interprète ceci? Elles sont similaires et élevées. C'est que l'eau étant un solvant polaire, et comme on va retrouver ici une molécule polaire, et là donc des ions, donc une grande polarisation, donc négatif positif, en fait ces deux molécules ont beaucoup d'affinité avec l'eau, donc leur solubilité sera élevée et similaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Allez, va-t'en et ne reviens jamais.